Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On en parle beaucoup, mais c'est nécessaire. On parle d'itinérance. Le maire de Saint-Jean, M. Éric Latour, a annoncé la nomination d'un conseiller spécial pour justement trouver, en fait, enrayer le problème d'itinérance, ou en tout cas tenter de trouver des solutions et un peu aller chercher pourquoi, justement, il y a tant d'itinérance à Saint-Jean, mais c'est un problème de toute façon provincial. Donc, et ce conseiller spécial du maire de Saint-Jean, c'est M. Robert Gagnon que je reçois comme invité. M. Gagnon, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bon, d'abord, parlez-nous un peu de ce rôle-là. Donc, parce que M. Latour en avait fait une priorité, ouais. Il a ouvert une maison de transition peu de temps après son élection. Donc, c'est important, ce dossier-là, pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi avoir accepté ce rôle-là et quel sera ce rôle? Oui, effectivement, vous avez raison. C'est très important pour la ville de Saint-Jean, comme on le voit aussi dans les grandes villes autour de nous. Là, hein? Longueuil, Montréal, on en parle beaucoup. Moi, j'ai été impliqué dans le communautaire à Saint-Jean depuis 6 ou 7 ans, auprès d'organismes qui soutiennent les gens dans la pauvreté, dans l'itinérance, etc. Ça m'a beaucoup sensibilisé à cette cause-là. Puis je me disais, un jour, on va mettre en place peut-être des réflexions pour essayer de comprendre comment on peut améliorer la situation. Parce que là, il faut se le dire, là, avant la pandémie, on les comptait sur les doigts d'une main, les itinérants. Oui, en fait, on pouvait même le nommer par son nom. On les nommait, bien sûr, il y en avait 4-5. Là. Maintenant, on parle de plus de 200 itinérants dans la ville de Saint-Jean. Donc là, c'est évident, là, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourra faire? On le verra. Mon rôle à moi, ce que M. le maire m'a demandé de faire, c'est d'aller rencontrer différents organismes qui soutiennent déjà la pauvreté, l'itinérance, et qu'on puisse se faire une tête là-dessus, comprendre comment on pourrait améliorer la situation à la suite de ces discussions-là, de ces réflexions-là qu'on aura. Donc, vous allez agir un peu comme observateur de la situation, puis ensuite y aller de recommandations à la ville de Saint-Jean. C'est un peu ça. Absolument, vous avez tout à fait raison. L'expression que M. le maire utilise, c'est que je vais être ses yeux et ses oreilles. Alors, dans la première étape, bien sûr, je suis là pour poser quelques petites questions, mais pour surtout recevoir beaucoup d'informations de ces organismes-là, à savoir qu'est-ce qu'ils font pour l'itinérance. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? On entend parler beaucoup, là, c'est les 2 semaines, là, au niveau des organismes communautaires, des fonds, hein, du financement qu'ils ont besoin. Alors, c'est sûr que ça va ressortir dans nos discussions. Alors, mon rôle à moi, c'est de comprendre ce qui se passe, voir, y a-t-il des solutions, et d'en parler avec, bien sûr, M. le maire et son cabinet, là, pour qu'on puisse voir si on peut améliorer la situation. Mais comment ça s'est fait, le lien, pour que vous acceptiez ce travail-là? Bien, le lien avec M. le maire, ça s'est fait à travers le groupe de mentorat à Saint-Jean. Je suis un des 25 mentors qu'on a à Saint-Jean, là, par le Centre d'aide aux entreprises. Alors, c'est là que j'ai mieux connu M. Latour dans le temps, notre nouveau maire aujourd'hui. Et moi, j'avais déjà cette préoccupation-là qui venait me chercher. Là. On doit pouvoir faire quelque chose dans une ville de Saint-Jean, mais je ne le sais pas. Il faut vraiment aller voir des organismes, puis voir peut-être des gens qui font des choses chacun de leur côté, puis si je sais pas, on verra, là, si on mettait ça en commun, peut-être qu'on pourrait faire des choses très efficaces. Alors moi, j'ai été très sensibilisé à ça, puis le bénévolat communautaire que j'ai fait dans la ville de Saint-Jean, c'était pour soutenir la pauvreté et l'itinérance aussi. Alors, ça a été automatique pour moi. Là. J'ai vu que M. Latour, dans son rôle de nouveau maire, ça a pris 1 mois à peu près, qu'il a ouvert le nouveau refuge temporaire. Et ça va devenir un refuge permanent éventuellement. Donc, quand j'ai vu qu'il était sensibilisé à ça au plus haut point, là, dès les premières semaines de son mandat... Ça vous a interpellé? Ça m'a interpellé et je l'ai appelé. Puis je lui ai dit, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer et en parler. C'est comme ça qu'après quelques rencontres, finalement, c'est la semaine dernière qu'il m'a appelé. Il m'a dit, bon, OK, j'aimerais te parler de quelque chose. Si tu veux venir me voir, on va en discuter un peu. Et là, j'ai accepté ce qu'il m'a proposé, donc d'être ses yeux et ses oreilles auprès des différents organismes. Et c'est là que le communiqué de presse est sorti et que ses commentaires sur Facebook aussi, sur le Facebook de M. Latour. Ouais. Quand vous dites que vous avez travaillé dans le milieu communautaire ici à Saint-Jean, je pense que c'est principalement avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. Il y a eu la Société Saint-Vincent-de-Paul à la Banque alimentaire. Là, c'est sûr que je voyais plein de gens. Puis moi, mon rôle, c'était de sortir avec la commande
monde. Là. J'aimais ça, je jasais avec les gens, moi. Et on finit par ça. J'étais là près de 4 ans, là, on finit par se connaître. Là. Donc, oui, c'était ça. C'était avec le parrainage civique aussi, hein, où là, c'est pour la santé mentale, surtout, là, que les bénévoles peuvent aider. On devient un parrain d'un filleul, puis on fait des activités avec lui. On va au cinéma, au resto, on va au bowling, on fait du sport. Alors, j'ai été en contact et j'ai été très à l'aise avec ces contacts-là. J'ai aimé ces contacts-là. Il y a des gens là-dedans qui sont merveilleux. Là. On se demande, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Je n'ai pas réponse à ça. En faisant le tour des organismes, eux autres les connaissent beaucoup mieux que moi. Ben, peut-être qu'ils vont pouvoir inspirer des réponses, mais sinon, là, j'ai bien hâte de commencer. Donc, pour l'instant, vous ne seriez pas capable d'expliquer pourquoi on est passé de 400 itinérants avant la COVID à plus de 200 aujourd'hui. C'est pas juste la COVID. Il y a plein de situations qui amènent ces gens-là à être dans la rue. Non, absolument, vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de l'identifier, mais c'est une question qu'on va se poser quand je rentre les organismes. Est-ce qu'ils ont manqué de soutien, ces gens-là? Est-ce qu'il est arrivé des situations, on avait les Saint-Jean dont je ne suis pas vraiment au courant, qui a fait que, oh oui, quand ça s'est arrivé, là, et on a eu 25, 30, 40 de plus. Non, vous me réinviterez dans quelques mois, puis je pourrai certainement vous répondre à cette question-là. Ouais. Est-ce que vos recommandations vont amener à une espèce de politique sur l'itinérance? Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Est-ce que ça pourrait amener là? Ça va dépendre des observations que vous allez faire sur le terrain? En fait, on n'est pas rendu là. Hein, mais selon mes observations que je vais faire, les constatations que je vais faire sur le terrain, on va en parler, bien sûr, avec la mairie. Et c'est là qu'on va décider, OK, est-ce qu'il y a un petit plan d'action qu'on met en place? C'est ce qu'on fait là. Mais là, actuellement, moi, le seul mandat que j'ai, c'est d'être les yeux et les oreilles du maire. Puis on a reçu des commentaires très positifs hein, lorsque M. le maire a sorti ça dans son Facebook, là, d'organismes qui ont dit « Wow, bravo, merci beaucoup, oui, c'est une bonne façon de faire. » Donc, je crois que je vais être bienvenu dans ces organismes-là parce qu'ils le savent que la petite demi-heure ou la petite heure qu'ils vont investir avec moi, là, c'est parce qu'on veut améliorer la situation. Ça va peut-être permettre une meilleure coordination entre ces organismes-là, justement, parce qu'avec l'information que vous allez les chercher, bien, peut-être qu'on va coordonner mieux les services? Peut-être, c'est ce qu'on espère. Certainement qu'on espère une amélioration. Puis c'est pas de la faute de ces organismes-là, c'est tous des organismes merveilleux qui travaillent fort, qui sont, comme on l'entend de ce temps-là, qui ne sont pas payés naturellement des grands salaires. Alors, oui, comment se fait-il que malgré qu'on a quand même plusieurs organismes qui travaillent fort, qui sont compétents, qui sont humains pour prendre soin de tous ces gens-là, comment se fait-il qu'on est passé de 4 à 215 et qu'on va éviter de passer de 215 à 400 dans 3-4 ans? Peut-être obligé d'ouvrir d'autres centres pour aider ces gens-là, puis ça coûte encore de l'argent et puis tout ça. Toutes les possibilités sont là. Il y a sérieusement la ville, la provinciale, le fédéral, il y a toutes sortes de façons, mais on ne le sait pas encore. C'est que je n'ai pas mis le doigt encore, puis M. le maire n'a pas vraiment le temps, lui, de commencer à faire le tour de tout le monde, que c'est moi qui lui ai offert bénévolement de mettre un 5 à 10 heures par semaine. Là. Parce que ça, c'est important de le dire. Vous êtes bénévole. Absolument. Donc, la Ville, pour l'instant, ne dépense pas d'argent pour tenter de trouver une solution pour l'itinérance. Mon objectif à moi, c'est pas de faire de l'argent avec ça. Mon objectif à moi, c'est de rendre service à des gens. Plus on vieillit, on dirait que plus c'est le cas. Hein. Moi, j'aime beaucoup rendre service aux gens. D'ailleurs, avant de me coucher le soir, je me pose toujours une question. À qui as-tu rendu service aujourd'hui? Ah bon? J'ai toujours une réponse. Un jour, je pourrais vous donner plein d'exemples. Mais là, on me donne l'occasion de rendre service à une communauté qui a besoin d'aide. Et wow, ça va être probablement, dans ma vie à date, là, la plus belle opération d'entraide et de soutien que à des gens qui sont, naturellement, qui en ont besoin. Ça va être une de mes plus belles aventures, ça. Je vais vous poser la question parce que moi, ça m'a beaucoup ému d'entendre la mairesse de Montréal la semaine dernière réagir à la mort de 2 itinérants quelques heures avant qu'elle donne une conférence de presse. Ça l'avait vraiment touché de dire que ça n'a pas de bon sens de voir des gens mourir dans ces conditions-là. Comment vous avez réagi à ça? Et évidemment, nous, on est chanceux à Saint-Jean parce qu'on ne connaît pas cette situation-là, mais il faut éviter d'en arriver là. Bien, absolument. Là, ce qui a été annoncé, c'est terrible. Là. Je veux dire, ces gens-là qui sont dans la rue, c'est des gens qui veulent vivre. Là.
puis ils prennent les moyens qu'ils ont pour se nourrir, pour se loger, s'habiller, etc. Mais oui, il faut absolument trouver des façons que ça n'arrive pas. Et en fait, à tous les ans, on entend parler, surtout l'hiver. Hein? Tout l'hiver, avec des gens là, qui vont mourir sous leur petite tente ou ce qu'ils ont comme équipement. Mais avec le réchauffement de la planète, l'été aussi, avec les chaleurs extrêmes, ça pourrait arriver. Vous avez raison. Dans les extrêmes de température, ça pourrait arriver. Alors, encore une fois, on se dit, bien voyons, il y a certainement une façon d'empêcher des décès. Là. Mais il faut comprendre la situation, il faut peut-être même connaître c'est qui ces gens-là, comment ils sont organisés entre eux. C'est sûr qu'il y a des choses à réfléchir, mais dont on n'a pas la réponse encore, parce qu'à la Ville de Montréal, ils ont fait beaucoup de choses là, dans les dernières années, puis ça n'empêche pas quand même des décès. C'est une situation sociale extrêmement délicate. Il y a des gens qui ont fait ces choix-là. C'est pas à nous à décider, à les juger, absolument pas. Mais c'est de voir, est-ce que peut-être, il y en a là-dedans, éventuellement, qu'on pourrait les remettre avec un sens à leur vie, finalement, là, et qu'on le fasse généreusement, puis avec beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Alors, oui, dans quelques mois, j'espère qu'on aura, peut-être, on verra. Ça va. Moi, je vais apporter mes constatations à M. le maire. C'est lui qui va prendre des décisions, bien sûr. Avec mon aide, il va m'en parler. Puis moi, je vais pouvoir dire, ben oui, regarde, on a parlé de telle situation, on a eu dans tel organisme. Puis eux autres même m'ont dit que s'ils avaient pu faire ça, on aurait amélioré la situation. Mais il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas assez de personnel, il n'y avait pas assez de ci, pas assez de ça. Il y a quand même des policiers aussi à Saint-Jean. Ils sont 4 maintenant, je crois, là, et j'en ai rencontré quand j'étais à la Banque alimentaire. Ils sont formés pour ça. Ils sont formés et dédiés pour ça. Bon, ça, c'est un grand pas, déjà. Là. Alors, voilà, c'est plein de nouvelles idées qui sont mises en place pour aider la situation. Mais là, et grâce à M. le maire, il prend ça au sérieux, là. Bon. On va, d'après moi, multiplier ce genre d'intervention-là, de façon de faire-là dans les prochaines années. Et bravo à M. le maire d'avoir une aussi grande sensibilité là, face à cette situation-là. M. Gagnon, merci beaucoup de venir nous en parler. Et puis, on va suivre, bien sûr, tout ça avec intérêt parce que c'est un dossier très important. Ça me fera plaisir de venir vous en reparler, M. Tremblay. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Il y a plusieurs centaines de groupes de la société civile, à peu près 800, là, qui contestent en fait la Constitution du Québec, en fait le projet mis en place par le ministre de la Justice, M. Simon-Jolin Barrette. Parmi ces organismes-là, il y en a beaucoup du Haut-Richelieu, dont Mères au front du Haut-Richelieu. Et pour nous en parler, on a Mme Geneviève Paul, qui est administratrice de Mères au front et aussi directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement. Mme Paul, bonjour. Bonjour, M. Saint-Jean. Donc, parlez-nous d'abord des revendications de Mères au front et aussi des organismes qui contestent un peu donc cette Constitution du Québec. Oui, bien sûr. Alors, Mères au front, c'est un mouvement qui rassemble des mères, des grands-mères, leurs alliés. Puis l'objectif, vraiment, là, c'est de protéger les enfants. De protéger le vivant face à l'urgence climatique. On est malheureusement dans une situation d'urgence climatique et donc on est nombreux à travers le Québec à vouloir assurer un avenir durable à nos enfants, à nos petits-enfants. Le cœur équarri que je porte, c'est l'emblème là, du mouvement.
Il y a 29 groupes locaux, dont Mère au front au Richelieu, il y a Mère au front Rive-Sud, à Montréal, partout au Québec, au Saguenay, il y a des groupes locaux qui se sont formés. À chaque année, ils mènent des centaines d'activités, d'actions partout sur le territoire, 400 l'année dernière seulement, puis on est à peu près plus de 8000 membres là, dans le mouvement. Donc ça, c'est Mère au front. Et Mère au front a justement rejoint, vous l'avez bien dit, un groupe important là, de près de 800 là, organisations, acteurs de la société civile, syndicats, qui s'opposent vivement au projet de loi 1, donc le projet de constitution proposé là, par le gouvernement. Grosso modo, c'est les groupes. Il y a aussi l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador qui s'est aussi prononcée et qui demande aussi le retrait de ce projet de constitution. Bon. Ces regroupements-là ont différentes revendications, donc pour contester la Constitution. Dans votre cas, c'est surtout ce qui touche l'environnement qui vous préoccupe. Et vous la contestez autant sur la forme que sur le fond. Si on regarde plus la forme pour commencer, vous trouvez que cette Constitution-là est illégitime. Pourquoi? Oui, en fait, bien, d'abord parce que je pense que c'est important de le rappeler, une Constitution, là, c'est la loi des lois. Donc, si on a une pyramide, là, c'est celle qui trône au-dessus de la pyramide. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos lois, après, sont interprétées à la lumière de la Constitution. Donc, c'est un sujet, vu son importance, c'est fondamental que la population participe. Et c'est ça que Mère au front, comme les centaines d'autres groupes, déplorent, c'est que ça peut être un exercice vraiment porteur pour une société. C'est un moment de redéfinir ensemble c'est quoi les valeurs sociales importantes, mais il y a des critères pour bien faire ça. Il y a des critères pour que ça soit inclusif, pour que ça soit véritablement participatif. Et là, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Il y a un manque de transparence, selon vous, c'est bien, ça? on l'a traité comme un simple projet de loi au départ, ce qui est vraiment choquant, vu l'importance là, du sujet, donc une constitution. Après ça, il y a eu des consultations. Donc après ça, parce qu'il y a eu de l'opposition, le gouvernement a accepté d'entendre, les groupes ont pu déposer des mémoires, ils ont entendu des différents groupes, mais ça reste que ça ne suit pas les bonnes pratiques ni des Nations unies, ni du Comité du Québec sur les enjeux constitutionnels, sur les bonnes pratiques pour vraiment bien réfléchir collectivement ensemble à qu'est-ce qu'on veut dans une constitution. Ce n'est pas un exercice qu'on peut prendre à la légère. Oui, parce que si on écoute le gouvernement, la constitution telle que présentée, elle est très importante, même nécessaire pour la province. Et les reproches que l'on entend, et le maire au front n'est pas seul là-dedans, c'est qu'il y a un manque de consultation de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous auriez aimé souhaiter dans ces... Si le gouvernement vous aurait consulté, par exemple, quelles auraient été vos demandes, vos revendications? Bien, c'est une bonne question. En fait, le processus serait complètement différent. On ne peut pas faire ça comme n'importe quel projet de loi, et c'est pour ça que les Nations unies s'y sont penchées. C'est pour ça que dans d'autres pays aussi, il y a des bonnes pratiques à respecter, et ça prendrait un processus qui est véritablement inclusif, participatif, qui s'assure qu'on laisse personne derrière dans cet exercice-là, qu'on s'assure que ce qu'on a en tête, un des principes qui guide l'élaboration d'une constitution, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer que les droits et libertés soient respectés pour tous et toutes. Et ça, c'est super important. Puis là, vous avez fait quelques allusions au fond en plus, mais dans ce genre d'exercice-là, qu'est-ce qui serait peut-être et sans doute ressorti? C'est aussi l'importance de l'environnement. Exact. Et là, ça, on pourra y revenir, mais c'est complètement absent là, du projet. Mais Mère au front s'indigne aussi, avec raison, du processus, là, de l'absence d'un véritable processus participatif. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Mère au front demande le retrait de ce projet de loi-là. Bon. On recommence. Faisons bien les choses, c'est trop important. Bon. Si on applique la Constitution, est-ce qu'on affaiblit les pouvoirs que le gouvernement a actuellement en matière d'environnement? En fait, ça va dépendre de ce qu'il y a dans la Constitution, mais comme je dis, ça guide après le reste. Donc, c'est vraiment important que ça reflète en 2026 là où on est, là où on veut aller comme société. C'est pour ça qu'entre autres, Mère au front déplore l'absence de mention du droit à un environnement sain pour les générations actuelles, mais aussi pour nos enfants, pour les prochaines. Donc, ça sera à voir, mais il y a certainement un gros enjeu déjà sur le fond dans ce qui est proposé, en ce sens qu'il y a un article notamment qui vient limiter
la capacité pour des organismes publics là, qui seraient financés par l'État de venir contester la validité de certaines lois qui seraient déclarées comme protégeant là, la nation québécoise et ses caractéristiques fondamentales. Là, je vous fais référence au terme utilisé dans le projet de loi-là, mais ça reste très flou et très critiqué. Et ça, c'est très inquiétant comme démarche parce que dans une société démocratique, c'est important de pouvoir se tourner vers les tribunaux. C'est important de pouvoir garder les contre-pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le gouvernement, mais dans une démocratie, il ne faut pas trop concentrer le pouvoir. Il faut garder cet équilibre-là entre les tribunaux, l'exécutif, les législateurs, les parlementaires. Et là, c'est quelque chose que, oui, les maires au front, comme les 800 autres organismes, déplorent. En plus, je vous dirais, de d'autres instances comme le Barreau du Québec qui s'est aussi inquiété de cet article-là parce qu'il vient dire « Oh là, c'est très inquiétant d'un point de vue démocratique aussi dans le sens où ça vient possiblement museler, ça a un effet de musellement de certains acteurs de la société civile. » Et les Nations unies, encore récemment, je pense qu'il y a à peine 10 jours, il y a un comité, le Comité des droits de l'homme qu'on appelle, qui est censé vérifier si le Canada et le Québec respectent leurs obligations internationales. Et il y a un comité qui s'est inquiété aussi de ce projet de loi-là. Bon. On a parlé beaucoup de la forme. On va s'attaquer au fond. Ça aussi, c'est préoccupant, notamment au niveau des contre-pouvoirs. Il y aura un affaiblissement, selon vous, des contre-pouvoirs si la Constitution est appliquée. Oui, c'est l'article dont je viens de vous parler, l'article 5 qui est proposé, qui est hautement inquiétant et qui, à notre avis, n'a pas sa place, là, ni dans un projet de constitution, ni dans une société démocratique. Comme je l'ai dit, des fois, ça peut sembler abstrait, là, c'est normal de dire comme ça veut dire quoi l'État de droit, comment il faut le protéger, puis on l'oublie, mais c'est ça qui fait qu'on vit au Québec et qu'on jouit des droits et libertés qu'on a là. C'est parce qu'on a un État de droit, c'est parce qu'on respecte ces contre-pouvoirs-là, c'est le fait de pouvoir justement s'exprimer librement, le fait de pouvoir contester, oui, si on n'est pas d'accord. Après ça, les tribunaux tranchent, mais ils sont indépendants. Donc, il y a cet équilibre-là qui est super important à préserver. Puis je vous dirais même, d'autant plus dans le contexte actuel. On en voit des glissements partout dans le monde, y compris, bien sûr, chez nos voisins du Sud, aux États-Unis. Et on voit là, les dommages que ça peut faire si on ne protège pas ces contre-pouvoirs-là. Donc, ce n'est pas la voie à emprunter. Et c'est pour ça qu'il y a de très nombreux groupes qui dénoncent, malheureusement, les mots sont forts, mais ils sont pesés, des dérives vers des dérives autoritaires, tant au Canada qu'au Québec. Là. Bon. Il y a une course à la chefferie actuellement de la CAQ. S'il y a un nouveau premier ministre ou une nouvelle premier ministre, et est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses? Si on précipite l'élection, la Constitution ne sera pas adoptée. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous sentez est-ce qu'il y a des choses positives qui sortent de la course à la chefferie concernant la Constitution, selon vous? C'est une bonne question. Je pense que l'issue positive, ça serait que ça ne soit pas adopté. Et on n'est pas les seuls à demander ça. Donc, je pense vraiment que c'est trop important. Il faut prendre un gros pas de recul. Et effectivement, on pourrait se dire, bien, là, on est dans un contexte en plus où un nouvel chef va être nommé. Nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit retiré et qu'on recommence l'exercice si on va vers l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Parce qu'il y a beaucoup de points. Là, on parle d'environnement, mais il y a aussi la question de l'avortement qui a été contestée, l'atteinte aux minorités culturelles et linguistiques aussi à l'intérieur de cette Constitution-là. Tout à fait, puis vous avez raison de le dire et c'est important. Et on a peut-être plus à en parler et c'est une très bonne chose, là, mais des enjeux justement liés au droit à l'avortement. Là, le ministre de la Justice a reculé sur cet article-là après beaucoup d'opposition, mais ça reste que ça ne rend pas le projet de Constitution pour autant acceptable. Donc, c'est pour ça qu'on dit, vous le dites bien, il y a d'autres atteintes possiblement trop importantes sur les droits des minorités, l'absence de mention du droit de l'environnement. Il y a trop d'enjeux pour aller de l'avant avec cette Constitution-là. Refaisons-la en consultant les Québécois et les Québécoises pour qu'on voit ce qui émerge aussi comme projet de société. Donc, vous ne sentez pas... en fait, la population ne sent pas une urgence d'appliquer cette Constitution-là immédiatement? Parce que personnellement, je ne la sens pas, l'urgence. Vouloir l'adopter avant la fin de la session? C'est une bonne question. Non seulement je ne sens pas l'urgence, mais vu la forte opposition, bien, c'est une raison de plus pour ne pas l'adopter. Un projet de Constitution, ça doit rassembler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut être porteur. Je l'ai vu dans d'autres pays aussi, ça peut vraiment être porteur et rassembleur comme exercice.
positif comme société de faire cet exercice-là. Je pense qu'on en aurait besoin peut-être de vraiment avoir cet exercice-là rassembleur. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça vient exclure et l'opposition est tellement forte qu'on ne peut pas ne pas l'écouter. Qu'est-ce que ça enverrait comme message à la population que de ne pas écouter les centaines de groupes comme Mère au front, comme les syndicats qui s'opposent fortement? Parce qu'à la base, on ne peut pas être contre la Constitution du Québec, même si le Québec n'est pas considéré comme un pays, que la province va se doter d'une base pour régir certaines choses. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre ça. Le problème actuel est que ce que vous dénoncez, c'est le manque de consultation, tout simplement. Exact. Comment on fait ça pour arriver justement à un résultat positif? Et là, bien, comme je le disais, ça ne fonctionne pas du tout sur la manière dont ça a été fait. On n'est pas les seuls, et à commencer notamment aussi par les Premières Nations là, qui doivent absolument être partie prenante là, dans cet exercice-là. Est-ce qu'il y a eu des demandes de rencontres avec le ministre Jolin Barrette? De la part de certains groupes, certainement, mais même... Ça va au-delà, je vous dirais, de demandes de rencontres parce que c'est tellement important comme processus que c'est pour ça que je disais il faut vraiment suivre les bonnes pratiques puis le faire de manière délibérément inclusive. Et ça demande du temps. Bien oui, c'est sûr que ça demande du temps, mais on ne fait pas des constitutions à tous les 2 ans, là, comme vous le savez. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental de vraiment le refaire et bien le faire. Donc, ce que vous souhaitez, dans le fond, c'est que le ministre Jolin Barrette mette sur la glace ce projet-là pour mieux la fignoler, pour pouvoir rencontrer les gens du milieu et bâtir une constitution qui est peut-être plus rassembleuse pour la population du Québec. Définitivement une constitution plus rassembleuse, puis une constitution qui respecte les droits et libertés, parce que là, je vous ai parlé notamment de l'article 5 qui est super inquiétant. On ne peut pas retrouver ça là, dans un projet de constitution. Puis je pense que c'est important de mentionner aussi que cette constitution-là, ce projet de loi-là s'inscrit dans un contexte aussi plus large, très inquiétant, où on voit la multiplication de projets de loi qui viennent soit porter atteinte à certains droits et libertés, soit porter atteinte aux droits de l'environnement au Québec. Et là, je le dis très sérieusement, là, on appelle ça, au Centre québécois du droit de l'environnement, mon autre chapeau, une tempête législative. Là, on est dans la multiplication de projets de loi omnibus. Fait que ça, c'est des projets de loi qui modifient des dizaines de lois en même temps, qui viennent effriter brique par brique le socle sur lequel repose notre droit de l'environnement, qui est là pour protéger la population. Donc, il faut prendre ça en considération aussi. Là, on discute du projet de loi 1, projet de constitution, mais ça s'inscrit dans un contexte plus large qui est fortement inquiétant. Donc, ce qui justifie, je pense, d'autant plus de prendre un temps d'arrêt. Donc, pour ces organismes-là, c'est préoccupant. Il faut que les choses changent, dans le fond, sur la façon d'appliquer cette constitution-là. Complètement. Bien, merci beaucoup, Mme Paul, d'être venue nous en parler. Et puis, on va suivre le dossier, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. C'est moi qui vous remercie pour votre intérêt, M. Saint-Jean. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.